Bonjour à tous, bienvenue au TechSense Podcast, le podcast de la tech, le podcast du Luxembourg, le podcast de la tech au Luxembourg. Bonjour Eric Mansoui et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Eric, tu es le groupe Head of IT, Real Estate et Opérations chez Quintet Private Banking. Tu as plus de 20 ans d'expérience dans le monde de la banque et la finance et tu as assumé les responsabilités de CIO à plusieurs reprises. Et tu es aussi le TechSense CIO de l'année 2025. Félicitations. Merci. Je voudrais commencer par ton rôle relatif à l'IT pour Quintet Private Banking. Donc j'ai lu que c'était un groupe présent dans plus de 30 villes en Europe et au UK, mais je ne sais pas ce que c'est le private banking. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ? Oui, donc on est présent aussi dans d'autres activités. Donc on fait de l'asset servicing, de la gestion des fonds d'investissement ici à Luxembourg. On travaille aussi avec des intermédiaires financiers qu'on appelle des FIM. Et sur la partie private banking, donc l'objectif, c'est de gérer le patrimoine de nos clients avec un objectif de préservation du patrimoine, de transmission, donc de succession à terme, et puis en leur offrant les bons produits financiers adaptés à leur profil de risque. Là, tu parles de particuliers. On parle de particuliers où certains sont des simili institutionnels, quand vraiment on a derrière une famille, un family office par exemple, qui gère leurs actifs. Et tu as mentionné les fonds d'investissement. Qu'est-ce que tu fais avec les fonds d'investissement ? Donc, les fonds d'investissement, on a deux activités. Donc, soit on gère leur custody, donc c'est-à-dire on gère les actifs des fonds dans la banque, ou alors on a un rôle aussi de banque dépositaire dont la mission est de protéger les investisseurs ultimes des fonds. Et c'est essentiellement un rôle de contrôle qui est défini par une circulaire CSSF sur un certain nombre de piliers qui assurent finalement la bonne gestion, la supervision des actifs dans lesquels les investisseurs ont choisi d'investir. Ok, c'est intéressant. Je ne connaissais pas et j'ai l'intention d'avoir ici avec moi des gens de fonds d'investissement pour parler de la tech et le rôle des fonds d'investissement dans la tech. Donc dans ce private banking, est-ce qu'il y a des défis technologiques qui sont particuliers à cette industrie ? Donc, au niveau des défis technologiques, on a, comme beaucoup en fait, d'organisations, donc en premier lieu, on tourne une banque. Donc, il nous faut des plateformes solides et stables. On a aussi des contraintes réglementaires qui s'appliquent sur nos environnements, donc métiers, tous les processus opérationnels, la gestion du risque et également les process technologiques. Et dans nos domaines technologiques en particulier, on a DORA qui est rentré en activité à partir de janvier 2025. Donc on s'y est préparé avant. On continue aussi à finaliser toute la mise en œuvre et à rendre toutes ces directives pleinement opérationnelles. Et ça a des implications sur beaucoup de domaines. Donc nos procédures, notre gouvernance interne, mais aussi la technologie avec de la redondance, avec une supervision accrue et définitivement des investissements aussi liés à assurer ces obligations. Alors Dora, pour des gens comme moi qui viennent du manufacturing et qui se sont dit tiens Dora, il faut que je m'en intéresse, et puis quand j'ai vu que ça s'appliquait pas à moi, j'ai pas trop cherché à comprendre, mais du coup Dora en quelques mots c'est quoi ? Alors ce qui s'applique à vous c'est NIS 2, donc c'est très très proche. En partie, oui. Et Dora finalement c'est une déclinaison dans l'univers financier. On avait auparavant un outsourcing framework, donc des guidelines de l'EBA, qui nous imposaient déjà d'avoir des contrats respectant un certain nombre de contraintes, d'avoir des plans d'exit notamment et d'avoir une organisation propre à tous ces contrats de services externes. Et Dora s'étend maintenant à tous les contrats IT. Donc c'est un gros travail de mise en conformité de ces contrats. Un gros travail aussi de relation avec tous ces fournisseurs au quotidien et de manière régulière en monitorant un ensemble de KPI sur la qualité de leurs services. Et puis, in fine, le dernier processus important aussi, activer le moins souvent possible, c'est toute la gestion des incidents majeurs. Et donc, quand on a un incident majeur qui touche un système critique au niveau de la banque, il doit être déclaré à la CSSF dans les 4 heures. Et puis, il y a toute une série d'étapes à remplir jusqu'à, in fine, un plan d'action et une explication complète de la route cause. Donc, ça implique aussi nos équipes au quotidien, nos équipes de terrain et des process standards dans l'IT comme l'incident management sur lequel le niveau d'exigence a monté de manière assez importante ces derniers temps. Ça veut dire que le process, il est défini par Dora ou c'est vous qui définissez un process et qu'ensuite les auditeurs doivent valider si ce process il est bon, OK ou pas OK ? Donc il y a des directives et
spécifications claires qui ont été produites, hein, qui s'appellent RTS, donc qui décrivent de manière détaillée comment on doit fonctionner. On a procédé par un gap assessment entre ce qu'on devait faire et ce qu'on faisait en pratique, combler le gap. Et par rapport aux procédures qu'on doit définir, on doit respecter un certain nombre d'éléments, mais c'est toujours les procédures in fine de la banque, avec ces obligations qui doivent être incluses, comme le reporting par exemple, ou la gestion des incidents, ou la capacité par exemple de remonter dans le temps et de voir si un incident particulier, même non major, a une réoccurrence, auquel cas on doit le traiter finalement de manière accrue, et d'avoir aussi des plans de résolution dans ces cas-là. Ouais, et éventuellement de trouver, peut-être que quand il y a des incidents majeurs, de trouver la route cause dans des incidents qui étaient mineurs à la base. Et... Absolument, donc c'est Ouais. cet exercice de revue en fait dans le passé, de rembobiner un peu la bande des incidents pour trouver des réoccurrences, des causes communes et éviter que le majeur arrive parce qu'on aura pu identifier une réoccurrence. Et quand on a un majeur, effectivement, c'est d'expliquer tout le détail et d'avoir un plan d'action pour y remédier. Ouais, et du coup, quand vous êtes mis à... avez suivi cette directive, vous l'avez vécu comment? C'était dur, ça fait mal, ou ça fait partie du job et vous aviez des procédures assez bien en place et... Donc c'est clairement une obligation et un niveau supérieur à atteindre. Je faisais référence à mes quelques années d'expérience. Donc quelques années en arrière, on parlait d'ITIL, niveau 2, C'est vrai, 3, 4, ouais. 5. C'est finalement une démarche assez similaire de montée en maturité. Simplement, le niveau à atteindre, il est fixé. Donc c'est quelque part positif, c'est vu comme un projet. C'est un investissement. Ce sont aussi des contraintes parce que ça pèse sur l'organisation. Mais c'est un sur les investissement outils. qui est... Est-ce que tu as des difficultés pour faire l'investissement? Ce que je veux dire par moi, c'est que moi, quand je vais voir mon chef et que je dis il faut que j'investisse, enfin, pas mon chef, mais le comité exécutif, et que je veux investir, bah, ils comprennent bien que c'est obligatoire, mais on préfère investir ailleurs, quoi. Donc ça facilite clairement. Donc quand cette directive s'impose ou cette réglementation, nos boards sont nécessairement conscients et très attentifs à ce qu'on respecte ces réglementations. Donc il y a à la fois une pression et un support qui arrive du niveau ultime de l'organisation. Et puis ça se transmet dans l'organisation avec, pour nous, travaillant aussi avec les deuxièmes lignes, hein, donc les équipes CISO, le besoin de venir avec un plan d'ensemble, chacun prend sa partie, et in fine d'avoir un reporting régulier sur notre niveau de compliance par rapport à cette réglementation. Et dans le cadre de Dora, donc, il y avait une demande d'avoir un board sponsor, donc c'est vraiment au niveau le plus haut de l'organisation qui a cette sensibilité-là, et donc le besoin d'expliquer finalement, de communiquer sur des sujets où 10-15 ans en arrière, c'était assez difficile de communiquer. Ouais. Ah, donc l'incident était vu comme voilà, un train qui arrive en retard, mais pas forcément avec l'analyse, l'outillage et la gouvernance qui s'applique aujourd'hui. D'accord. Donc pour moi, c'est un plus. Ça monte nos équipes en maturité et in fine, ça permet aussi de réduire la fréquence des incidents avec de meilleurs dispositifs. Moi, je ne connais pas Dora. J'ai d'autres demandes auxquelles je dois faire face, qui soient réglementaires ou en interne. Et parfois, je me pose la question de la pertinence. Je peux te donner un exemple. On suivait à une époque un outil qui s'appelle My Security Scorecard. Et on faisait des efforts parce qu'on s'est dit c'est quelque chose qui démontre notre fragilité sécuritaire au monde externe. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'est bien parce qu'on montre qu'on est protégé, et en même temps, on fait des choses qui, ultimement, ne nous protègent pas. Par exemple, le système va vous dire que l'adresse armacel.be n'est pas sécure pour envoyer des emails. C'est bien, mais on n'envoie pas des emails à partir de ce domaine-là, donc on n'a pas besoin de le faire. Donc est-ce que, Dora, tu as trouvé ça pertinent? Donc la réponse courte, c'est oui, hein, donc définitivement. Donc par la montée en maturité et par le fait qu'on adresse les bons sujets. Si on reprend ces fameux process ITIL, c'est l'incident management, c'est les problèmes, c'est la gestion de nos contrats. Le point après, c'est qu'on va très loin. Et donc là où on avait peut-être une centaine de contrats critiques avant, on triple ou on quadruple ce volume. Et donc on se trouve à devoir gérer des contrats de peut-être moins de priorité ou pour un montant beaucoup plus faible à l'année. Mais on a pu prioriser aussi et l'expliquer, donc se concentrer sur les principaux. Donc il y a toujours cette latitude aussi, un petit peu cette marge, pas de ne pas traiter quelque chose, mais en tout cas de le traiter avec différents niveaux de priorité pour compléter le besoin. Et travaille aussi avec les deuxièmes lignes. Et donc les deuxièmes lignes, c'est la partie des pentests, les contrôles, et d'avoir des situations de plus en plus réalistes aussi dans ce qu'on doit mettre en place pour se protéger. Donc pour moi, c'est monter en maturité
Après, on travaille avec des équipes risques et des deuxièmes lignes qui se renforcent également, qui ont des frameworks de contrôle. Donc le point peut-être de pression pour nos équipes, c'est qu'on a Doran, plus des prescriptions des deuxièmes lignes, plus des points d'audit, et que le domaine sécurité a clairement pris une place, on va dire, primordiale dans nos activités. Donc c'est plus que du run et d'avoir des services qui fonctionnent et les bases. C'est définitivement aussi d'assurer l'anticipation, que tous nos systèmes sont protégés de manière adéquate, et on passe in fine tous beaucoup de temps sur des plans d'action pour anticiper d'éventuels problèmes. D'accord. Et résoudre les vulnérabilités qui sont identifiées par ces programmes de test qu'on appelle des CMP, des Control Monitoring Plan, qui sont faits par différentes lignes. Donc on a le risque, la deuxième ligne, DPO fait ses contrôles, l'audit fait ses contrôles. Et donc cette pression générale accrue fait qu'il y a de plus en plus de clients finalement, des mesures de sécurité qu'on peut mettre en place, et que ça se concentre souvent sur quelques mêmes personnes dans nos équipes. Donc à nous de nous organiser aussi pour qu'on puisse faire finalement les deux activités, c'est et la gestion du risque et faire tourner la banque ensemble. Ça veut dire que tu as augmenté un peu les équipes de ce fait-là ou... Donc on a eu l'opportunité effectivement de recruter chez nous 4 personnes supplémentaires dans une équipe d'une centaine, donc c'est quand même significatif, sur le domaine sécurité proprement dit. Et avant on avait pu recruter aussi quelques personnes sur le domaine du process, et donc ce qui a permis quand même de nous renforcer sur ces axes aussi importants en termes d'attention maintenant. D'accord. C'est vrai que la banque, on a tendance à penser que la sécurité, c'est primordial. D'ailleurs, je pense que c'est de ce fait qu'aujourd'hui, quand tu regardes les statistiques sur les attaques, le secteur financier, bancaire, assurance réunis, c'est 18%. C'est la deuxième industrie attaquée. Mais la première, c'est moi et mes collègues du manufacturing, où on est 25% des attaques concernent le manufacturing, parce que on est plus vulnérable, parce qu'on n'a pas démarré aussi vite que vous sur la sécurité, et on a du rattrapage à faire. Moi, je passe beaucoup de temps et beaucoup d'investissement là-dessus. Et la finance reste définitivement une cible de choix et attractive. Vous avez des sous pour de la fraude potentielle de différentes natures, et donc on doit être extrêmement vigilant. Et au-delà simplement les banques elles-mêmes d'être vigilantes, le régulateur impose un minimum de mesures à mettre en place au travers des régulations qui arrivent maintenant depuis quelques années. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est bien, ça nous oblige, ça aussi crée de l'attention du board et du comité exécutif qui se disent tiens, c'est réglementaire, donc c'est important. Du coup, ça, c'est tout ce qui est contrainte, tout ce qui est obligatoire. Et en termes le côté peut-être un peu plus fun de l'IT, en termes d'innovation, qu'est-ce qu'il t'est possible de faire dans ton monde du banking, du private banking aujourd'hui? Donc moi, j'ai toujours été partisan de l'innovation appliquée, donc chez Quintet ou auparavant aussi, donc c'est-à-dire de résoudre vraiment des questions pratiques, profiter de la technologie. Donc ce qu'on a fait chez Quintet il y a déjà quelques années, donc ça remonte à 2018-19, c'est de commencer avec du RPA et finalement d'aider les processus opérationnels. Donc ayant cette proximité aussi avec les opérations, d'avoir in fine le client et le fournisseur dans les mêmes équipes, d'être sûr qu'on travaille vraiment pour un bénéfice concret, de régler un cas pratique sans faire trop de labo et d'expérimentation. Et donc RPA, c'est un sujet. On a fait une migration aussi assez importante. Pour ceux qui ne savent pas. Robotic Process Automation. Et donc en fait, c'est un employé virtuel en plus. C'est avant l'IA. Mais forcément, l'IA maintenant permet de sophistiquer encore plus ces processus. Mais déjà très utile. Et donc un employé, plutôt que de pointer une liste de virements pendant 2 heures, la machine va le faire et puis lui donnera que les exceptions à la fin. Et pendant ce temps-là, la personne se concentre sur des tâches plus d'analyse ou requérant un petit peu plus de réflexion. Et qui initie l'idée? C'est plutôt toi et tes équipes, ou c'est le business qui vient de voir et qui dit on aimerait bien... Selon les organisations, donc soit ça vient directement des managers des équipes opérationnelles qui ont besoin d'un peu de support. Généralement, c'est encadré dans une initiative de process optimization qu'on met en place, et donc ça permet de générer un petit peu des idées. Sélectionner en fonction de la pertinence, de leur impact, de la facilité de mise en œuvre. On ne va pas passer 3 ans non plus à résoudre un point opérationnel. Donc, on fait un petit calcul de rentabilité sur les gains FTE, sur le nombre d'heures qu'on a gagné en termes de process.
Et puis, à travers cette grille de sélection, on retient quelques sujets. Et on travaille soit en interne, soit avec quelques partenaires aussi. Donc ça, c'est la thématique RPA, donc automatisation. On va regarder aussi progressivement à de l'IA et voir dans quelle mesure ça pourrait aussi être un accélérateur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet majeur. On a fait aussi beaucoup en termes d'innovation au niveau du cloud. Ok. Et donc au niveau du cloud, pratiquement, ce qu'on a pu mettre en place, c'est un transfert de certaines activités, notamment toutes nos data. On parlait tout à l'heure de Dora. Il y a un autre sujet au niveau data management, BCBS 239, qui date de 2-3 ans, et donc qui est en cours aussi chez nous depuis quelques temps, qui nous permet aussi, in fine, d'investir dans la data et de s'appuyer sur des solutions cloud pour revoir tous nos processus, finalement, data warehouse, ETL, et production, in fine, d'informations pour nos utilisateurs, avec aussi une application très concrète, avec des outils assez répandus comme Power BI, par exemple, d'avoir une communauté d'utilisateurs qui est très demandeuse d'accès, de données, de consommation et de données de qualité. Donc le rôle de l'IT, finalement, c'est de fournir l'infrastructure, la donnée validée et de qualité, et puis elle exploitée de manière structurée derrière par les utilisateurs. Donc ça, c'est de la vraie transformation dans la manière dont les équipes travaillent aujourd'hui, qu'elles soient dans finance, dans opération, au niveau du risque. Beaucoup d'utilisation de ces outils depuis D'accord. une année et demie, 2 années maintenant. Et qui est garant de la qualité des données? Donc on a un rôle de CDO aussi, hein, donc dans ce programme de data management. Chief Data Officer. Chief Data Officer, qui est arrivé avec une petite équipe qui supporte aussi toute la partie essentiellement gouvernance. Et donc pour les données, il faut des propriétaires. Ça ne peut pas être une petite équipe centralisée. C'est aussi un réseau de data owners, data custodians. Et comme au niveau des process, on a des process owners. Donc on trouve la même structuration. Et eux sont garants finalement de la bonne compréhension de leurs données, de la bonne alimentation, de la qualité. Et à l'IT, de mettre en place les outils pour assurer que ces données soient traitées de manière consistante de bout en bout. Et avec les équipes CDO, notamment d'avoir toute la traçabilité. Et ça, ce sont les demandes aussi du régulateur, in fine. Ce qu'on appelle le data lineage, c'est-à-dire de remonter finalement jusqu'à la source de la donnée et de pouvoir identifier toutes les transformations qui sont faites, in fine, jusqu'à un reporting réglementaire, par exemple. D'accord, intéressant, parce que dans le manufacturing, c'est exactement la même chose avec les data owners, les process owners. On n'insiste peut-être pas sur la dernière partie dont tu as parlé, mais chez nous, on est en train on a mis ça en place il y a 2-3 ans. Et quand tu pars de loin, enfin, c'était un peu notre cas aussi parce que l'entreprise a grandi par acquisition, et donc chacun avait sa façon de traiter les données. Donc maintenant, on essaye de globaliser ça. C'est intéressant, c'est exactement le même sujet. Eric, l'autre sujet qui est important, enfin, dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le fait que tu as été élu CIO de l'année 2025. Le Luxembourg, c'est un pays avec une forte communauté où on se croise de temps en temps sur la technologie, avec les CIO, les gens qui sont impliqués, les prestataires, etc. Moi, je trouve que c'est un atout important pour le Luxembourg d'avoir cette communauté. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme atout pour le Luxembourg et la technologie ? Je voudrais renforcer ton point sur la communauté déjà. Donc, effectivement, on serait très riche pour avoir eu la chance de faire partie de cette communauté depuis quelques années. On a des relations de longue durée avec des collègues. Ça crée beaucoup de confiance aussi. Les gens peuvent changer d'organisation, mais finalement, on est toujours content un moment de se retrouver, de travailler ensemble, soit dans ce type de cadre, ou soit vraiment pour des projets internes chez nous, avec de nouveaux partenaires. Donc, définitivement, ça aide beaucoup. Et c'est, je pense, une relation forte qu'on a ici, et une richesse qu'on peut peut-être trouver ailleurs, mais bon, la taille du Luxembourg permet aussi sans doute cette proximité entre nous. Donc ça, c'est le premier point. C'est plus facile. Moi qui ai vécu à Paris, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc ici, c'est vraiment bien. Absolument. Et donc ça, c'est la première chose, je pense qu'il faut quand même souligner. D'autre part, on a quand même un écosystème très complet aussi. Donc on a de l'industrie avec de la banque, de l'assurance, on a des groupes locaux, on a des groupes internationaux. Et clairement, pour Luxembourg, c'est la différence par rapport à ce qu'on peut trouver dans la grande région. Donc, cette exposition internationale, beaucoup d'entre nous l'ont vu dans leur carrière aussi. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec le Canada, ou beaucoup travaillent avec l'Angleterre ou d'autres pays européens. C'est le cas du groupe Quintet aussi, qui est présent
dans 6 pays et on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Donc la richesse internationale aussi fait qu'on a des fournisseurs aussi qui viennent de différents horizons. Et donc ça contribue finalement à monter un petit peu en gamme, à monter en niveau de maturité aussi et à être aussi tous plus exposés. Donc ça, c'est un autre point. Et puis je soulignerai aussi les talents et les personnes qu'on a à Luxembourg. Donc on a des collègues qui viennent de Belgique, de France, d'Allemagne, d'autres pays maintenant et de plus en plus. On voit que les recrutements se font en dehors de cette zone frontalière. Ça parle toutes les langues au Luxembourg. Donc c'est ça sûr. parle toutes les langues. Alors ça révèle peut-être qu'il y a un gap sur des talents, sur certains types de compétences. Pas nouveau, on le sait. Donc on a cette capacité aussi d'aller attirer aussi ces candidats parce que personne n'est force à venir. J'allais dire, je vais faire un petit peu la contradiction. Une des difficultés quand même, c'est justement de recruter. Il y a des talents, mais il y a moins de talents que d'opportunités. Et donc, ce qui peut être une bonne chose pour ces talents. Pour eux, c'est bien. En termes d'offres. Pour eux, c'est bien. Pour nous, selon effectivement la nature des projets, la technicité aussi des rôles que l'on recrute, et en particulier si on prend de nouvelles technologies, je suppose que sur l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est plus difficile. Sur le cloud, on sait qu'il y a relativement peu de talents aussi avec un niveau de formation élevé. Ce qu'on fait, nous, on se rapproche de certains partenaires dans ce cas-là. On n'a pas toujours intérêt non plus à recruter des équipes de spécialistes. Il faut les alimenter dans la durée, par la nature du challenge aussi qu'on leur donne. Et donc, je veux dire que chez Quintet, on est assez chanceux de ce point de vue-là. Pour les recrutements dont je parlais tout à l'heure au niveau IT Security, d'autres types de recrutements aussi sur des rôles assez pointus comme des architectes. On forme en interne, on fait grandir nos équipes, mais on arrive aussi à recruter malgré tout. On recrute plutôt des personnes expérimentées. Mais globalement, je pense que chacun doit aussi pouvoir recruter des personnes un petit peu plus juniors et les former, les faire grandir aussi dans nos organisations. Ouais, c'est une discussion que j'avais il n'y a pas longtemps. Je vais parler de moi pour ne pas parler des autres, mais c'est vrai que de temps en temps, je me dis, mais je suis un petit peu trop frileux. J'en ai parlé à mes équipes aussi, quand ils me font des demandes de recrutement, et je leur dis, mais ne me mettez pas 8 ans, 10 ans d'expérience, prenons quelqu'un plus jeune, prenons quelqu'un qui sort de l'école et on va le former. On a des soucis de recrutement en ce moment et par exemple là on a quelqu'un qui arrive, qu'on vient de recruter, qui arrive dans 3 mois, à la fin de sa période sa notice période et c'est une personne qui a moins d'expérience qu'au départ on aurait pris pour ce poste-là, mais on s'est dit elle est super, on va la faire grandir et la personne ça l'intéresse. Nous on a exactement le même cas avec un jeune qui va arriver qui a 27 ans là, qui est très très pointu et passionné du sujet. Il y a la passion aussi qui est sans doute plus forte aussi dans les premières années. Et donc c'est le mix qu'on essaye de faire. Et donc chaque départ en retraite, chaque remplacement, c'est une occasion aussi de diversifier un petit peu nos équipes. Et sur les sujets dont je parlais, que ce soit du cloud ou du data ou des nouvelles technologies, les talents, ils n'ont pas nécessairement 55 ans. Ils sont plutôt sortis de l'école, ils ont cette capacité d'apprendre beaucoup plus vite. Et donc, définitivement, c'est vers là qu'on doit aller aussi. Et ça rafraîchit un petit peu, si je peux utiliser ce terme-là, toute la dynamique de l'entreprise où, finalement, on voit plus d'entraide aussi et d'échanges entre nos équipes. Les uns prennent l'expérience des anciens et les autres profitent de la technologie amenée par les nouveaux. Exact. Et même si tu n'as pas l'expérience dans tes équipes sur une technologie spécifique, tu peux la faire venir via des prestataires, des consultants, et eux, ils amènent et ils t'aident à faire grandir la personne. Ouais. Et pour continuer sur Luxembourg, est-ce qu'il y a des technologies ou des projets où tu voudrais que le Luxembourg s'appuie ou insiste, qui peut permettre à nous aider à renforcer un petit peu l'aura du Luxembourg sur le monde de la technologie? L'aura du Luxembourg, quelque part, on l'apporte tous un petit peu. Donc, il faut déjà faire parler de nous, de ce qu'on fait, de l'attractivité de la place. Dans le cadre bancaire, la BBL est très active aussi. Donc, il y a des forums digitaux, des clusters digitaux, un certain nombre de discussions qui sont animées aussi. Mettre en avant les activités des banques et des autres institutions. Donc, ça, je pense que c'est un des premiers points pour souligner tout ce qui se passe ici. Ensuite, si on prend les sujets les plus présents dans l'actualité aujourd'hui, typiquement les initiatives sur l'intelligence artificielle, les centres de calcul qui se mettent en place, des initiatives aussi de certains éditeurs en fait, qui parlent de cloud souverain aussi, d'avoir leurs solutions propres à Luxembourg. Je
pense que ça peut sécuriser quand même, rassurer certains, ou certains aussi ont des contraintes encore réglementaires pour mettre de la donnée dans le cloud, de faciliter encore plus l'adoption. Et puis le climat géopolitique actuel également peut encourager aussi à ce resserrement sur l'Europe et sur un environnement un petit peu mieux contrôlé, en tout cas moins dépendant de l'extérieur. Donc on a un certain nombre de forces aujourd'hui qui concourent un petit peu dans le même sens. Et je pense que Luxembourg a une excellente carte à jouer. On a d'excellentes infrastructures. On est centré en Europe pour tout ce qui est réseau et communication. Et on a les personnes, les talents et une activité quand même riche. On a commencé avec les aciéries et puis les fonds d'investissement, les banques, le spatial. Ouais. Continuons sur cette belle lancée. Oui, beaucoup de sujets à voir progresser et sans doute des sujets de discussion dans nos futures rencontres avec la communauté tech. Merci beaucoup Eric d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et merci à tous. Merci. Merci beaucoup.